Bonjour Danega, aujourd'hui j'ai l'honneur de te recevoir. Je suis ravi de te recevoir au Néologisme Talk. Le néologisme en fait c'est la création de nouveaux concepts, nouveaux mots. En fait le principe de ce podcast c'est d'échanger sur l'expérience des différentes personnes, sur le leadership, le mindset, le dépassement de soi. Et aujourd'hui recevoir un sportif de haut niveau comme toi, que je connais, je suis très ravi de ça. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est uniquement les gens qui n'ont jamais mis les pieds à Binous. Parce que quand on arrive le matin, le midi ou le soir, on entend une belle voix rock avec une belle énergie et tu fais partie de l'ambiance. Danega, tu as 42 ans, tu es père de 3 enfants, tu viens de la région parisienne. Bodybuilder pro, ça fait 20 ans que tu t'entraînes tous les jours, tu vas nous expliquer ça. Tu es coach depuis 2018. De mémoire. Non, 2015. Officiellement depuis 2015, mais je suis coach depuis bien longtemps. Ouais. On va rentrer plus dans le détail là-dessus. Et tu casses le stéréotypé. Je me rappelle la première fois que je t'ai vu, je me suis dit, ok, c'est le grand costaud. Et l'humain, de base, il met les gens dans des cases. Je me suis dit, ok, c'est le grand costaud. Sauf que toi, tu as une particularité que j'ai rarement vue chez les sportifs de haut niveau. Monsieur a un master en psychologie avec une spécialité infantile. Psychose infantile. Psychose infantile. T'es l'exemple parfait de l'esprit sain dans un corps sain. Merci beaucoup. Je pense que l'échange va être fructueux et hâte de faire découvrir tous les reflets de ta personnalité. Merci. T'es venu de la région parisienne, donc à Dubaï en 2020. Je voudrais que tu nous expliques. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à te dire, tiens, je vais venir à Dubaï? Pour te répondre franchement... rien de particulier parce que moi j'avais déjà l'esprit voyageur. Donc je faisais déjà un peu le tour entre guillemets du monde. 3 mois à Miami, 3 mois à LA, je bougeais un peu partout. Et je me disais, parce que j'avais du mal avec la mentalité française que je trouvais très réductrice de la vision de l'homme, de son épanouissement et de son succès aussi. Je trouvais ça la vision française très réductrice. Et du coup, je disais à chaque fois, un jour je partirai, je rentrerai plus. D'accord, ok. Je disais comme ça dans les conversations. Tu l'as eu tôt, ça? Non, j'ai eu par rapport à mon histoire personnelle, une partie de mon histoire personnelle qu'on ne m'a pas évoquée ici, mais j'ai eu envie de voyager, voir du monde, voir le monde, voilà. Ça, c'est super. Les voyages, c'est quand même la vraie richesse de découverte des différentes cultures. Et de plein de choses. Et du coup, je me disais, pour répondre à la question, je me disais un jour, dans les conversations, je disais un jour je passerai, je ne viendrai sûrement pas. Et 2020 est arrivé, Covid, je suis arrivé à Dubaï sur je connaissais déjà Dubaï sur un coup de fil d'un pote qui disait viens à Dubaï, ok, cool. Prochaine vacances, je vais venir. Je suis arrivé et puis je suis plus jamais reparti. D'accord, top, tu vas nous expliquer un peu cette vie-là. Avant de partir à Dubaï, tu étais déjà bodybuilder pro? Non. Pas encore, non, t'étais pas pro. Mais tu avais déjà commencé... Je faisais des compétitions déjà en amateur. Et particulièrement à l'international. Tu avais déjà commencé les compétitions à l'international? Amateur, mais à l'international. Ah oui, donc toi, en fait, c'est pas les petits challenges, c'est vraiment d'un coup, c'est... Même quand j'étais amateur, je voulais... combattre avec les meilleurs. Les meilleurs à l'international. D'accord. Qu'est-ce qui te pousse à combattre avec les meilleurs? Parce que quand on commence, Je pense que c'est quelque chose qui... Je trouve que c'est un stimulant, l'idée de si je me bats avec les meilleurs, je vais devenir meilleur. D'accord. C'est aussi simple que ça. Et si tu te bats avec les meilleurs dès le départ, tu vas perdre, parce que c'est les meilleurs de principe. J'ai beaucoup perdu. D'accord. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu en Allemagne, en Irlande, aux États-Unis. J'ai beaucoup perdu jusqu'à ce que j'arrive à Dubaï. Okay. Et à me retrouver dans un cadre qui me plaisait, la gym, les équipements, le matériel, l'énergie. Et ce mindset qu'on sent à Dubaï, l'idée que tu peux réussir. Okay. Ça a quasiment changé ma vie. En 6 mois, 8 mois, je suis passé pro. En 8 mois, t'es passé pro? Ouais. Bon, j'avais déjà un parcours. Ouais, déjà. Quand j'arrive, première compète, j'arrive 5e, 2e, je gagne, 3e, je suis pro. Ouais, je sais. T'avais fait Ras Al Khaimah, donc un émirat du Nord. Ouais. Après, en Espagne. Ouais. Et je les ai éclatés. T'as eu ta carte pro, ouais. Ouais, non, je les ai éclatés dans un premier temps. Et l'organisateur de la compétition me dit écoute, dans 6 semaines, j'ai
une compétition internationale qui qualifie pour la carte pro. Est-ce que tu veux venir? J'ai avec plaisir, je reviens dans 6 semaines. Et je suis reparti 6 semaines après, gagner ma carte pro. Et je trouve que Dubaï a joué un rôle important dans cette ascension que j'avais déjà entamée à Paris, mais ça m'a mis un coup d'accélérateur, l'idée que tout est fait pour que tu réussisses. Il faut juste que tu emmènes ton envie, ton désir et ta motivation. Mais tous les feux sont verts pour réussir. Alors, une question que je vais te poser. Quand tu regardes les salles de sport à Dubaï, il y a une particularité dans ton domaine et l'environnement. Tu vois, des bodybuilders pros. C'est qu'en fait, tu as les champions de chaque pays qui s'entraînent ici. Absolument. Mais comment tu fais pour pas que ça te met pas en panique? Non, au contraire. Au contraire, ça me challenge de voir des meilleurs athlètes que moi, même dans les catégories en dessous, à 90 kilos, 80 kilos, main physique, classique physique. Ça me stimule. Ils m'inspirent. Quand je les vois, je me dis, je veux être ceux qui sont excellents, je veux être la même version dans ma catégorie. Et donc, je pense que ça a décuplé mon énergie et mon envie de réussir. J'ai souvenir d'après ma première compétition à Ras Al Khaimah, où je suis arrivé 5e. Au lendemain de cette compétition, j'avais tellement envie de gagner que je suis retourné faire du cardio. Le lendemain de la compétition. Le lendemain de la compétition. D'accord. Généralement, on prend 2-3 jours, on mange. J'avais envie de réussir. En tout cas, dans mon domaine, j'avais envie de réussir. Ouais, ça m'a boosté. Et être ici à Dubaï, particulièrement au Binous, avec des athlètes de haut niveau, venus d'Angleterre, d'Iran, d'Égypte, Syrie, des mecs qui sont excellents, dans des différentes catégories, ça m'a transcendé. D'accord. Okay. Et comme j'ai en moi ce désir d'être le meilleur, ce qui peut en France par moments sonner arrogant, quand il se prend pour je sais pas qui, c'est ce qu'ils disent, il se prend pour... Eh ben, de voir ces mecs, ça m'a transcendé, je voulais les battre. Même si c'était pas dans ma caté, je voulais être mieux qu'eux. Et du coup, ça m'a stimulé. Et à chaque compète, je passais de succès en succès, jusqu'à devenir pro. Il y a un truc que j'ai remarqué, une particularité dans votre domaine que j'aime bien, hein. C'est qu'en fait, les gens veulent pas battre la petite version de toi, mais la meilleure version. Il y a une super entraide. En fait, vous vous entraînez des fois ensemble. Et en fait, genre, 2 semaines après, vous êtes concurrents. C'est logique parce que si je bats la meilleure version de toi, ça sous-entend que je suis mieux. Ouais. Ça sous-entend que j'ai travaillé mieux, plus dur, plus fort. Mais c'est plus difficile quand même. Justement. Il y a un côté sadomasochiste dans ça, dans chercher du plaisir dans la douleur et dans la difficulté. Parce qu'à la fin de la difficulté, arrive le succès, que tu célèbres de différentes façons. Mais donc, on attend, on veut cette célébration. Et pour arriver à cette célébration, il faut passer par ces moments de difficulté. Donc la difficulté, pour toi, c'est quelque chose que tu accueilles avec énormément de bienveillance. J'adore. J'adore. Et même quand on élargit le sujet, même dans la vie de tous les jours, quand je suis face à une difficulté, évidemment, je fais avec tout ce que ça génère, tout ce que ça provoque chez moi. Mais quand je dis j'adore, c'est dans l'idée que j'adore la surmonter, arriver à la solutionner, à trouver un problème, à une solution au problème et à aller à la vaincre. Si c'est un obstacle, à la surpasser. Je vois ce que tu veux dire. J'aime ça. En fait, est-ce que c'est pas fatigant? Parce que ça t'oblige à être tout le temps dans ta zone d'inconfort. Et tout le temps. Ça crée une stimulation particulière chez moi. C'est ça que j'appelle un peu une forme de sadomasochisme. On prend du plaisir dans la douleur. Et d'ailleurs, au passage, c'est pour ça que, même en étant amateur, j'allais concourir aux États-Unis, parmi les meilleurs amateurs des États-Unis, dans des arnold classiques aux États-Unis, où on trouve les futurs grands dans notre discipline. Je voulais les affronter déjà. Et j'irai pas, jusqu'à aujourd'hui, j'irai pas faire des compétitions dans un bled paumé que personne connaît. J'irai, et même chez les pros, j'ai des difficultés actuellement chez les pros, mais j'aime le fait d'aller les meilleurs. Ma dernière compétition, c'était à Toronto, qui est à 2 heures de vol
de New York. Donc, tu te doutes bien que les Américains sont là, les Canadiens sont là. Avant ça, j'avais été à LA, New York Pro, Tokyo. Je vais dans les shows où il y a des vrais clients, des mecs sérieux. Ça me permet d'évaluer mon niveau. Ça me permet, quand je reviens après le classement, de me repositionner, de savoir ce qui me manque, parce que je tire avec les meilleurs. Je pense que c'est la meilleure façon, et peut-être la plus rapide, de progresser. Ouais. En fait, pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup de shows où en fait, tu peux avoir en fait, ton pass Olympia ou ta carte pro, mais c'est des shows, on va dire, plus faciles. En fonction de à quel moment de l'année, en fonction de quel pays, il y a des shows qui attirent plus ou moins. Et il peut y avoir certains passages plus faciles que d'autres. Toi, tu as toujours choisi en fait les plus difficiles. Les plus difficiles. Ouais. Alors, en parlant de difficultés, je t'ai vu faire les cycles. Tu vois, je voudrais que tu expliques, en fait, c'est quoi, en fait, tu vois, les 6 semaines, les 8 semaines, c'est quoi, tu vois, la vie d'un bodybuilder? Parce que de loin, on a l'impression que c'est porter des poids stupidement. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais nous qui le vivons, c'est paradoxalement très facile pour nous parce que nous aimons ça. Et comme on a embrassé cette discipline, cette passion, du coup, c'est, entre guillemets, facile pour nous. Je peux donner une explication très rationnelle. Il s'agit d'une planification. Lorsqu'on a une compétition dans 12 semaines, donc tu organises les 12 semaines pour que à la 12e semaine, le dernier samedi de la 12e semaine, lorsqu'il y a le show, tu présentes la meilleure version de toi-même au monde entier. D'accord, ouais, c'est challengeant. Ouais. Donc ça nécessite une organisation quasi... c'est millimétré. Exactement. Si t'as pas le droit à l'erreur, ça se voit, tu peux pas tricher. Tu peux pas tricher. Parce qu'à un moment, ça se voit. Si tu triches, t'arrives 2e, 3e, 4e, 5e. C'est quoi que tu fais pendant 12 semaines? Ça va être programme d'entraînement, ça va être ton alimentation? C'est ça va être quoi c'est le meilleur de tout. Généralement, c'est la phase qu'on appelle communément la sèche. D'accord. Et donc, l'idée, c'est de épurer son physique, enlever le maximum, retirer le maximum de gras, avoir le maximum de muscles, rond, plein, dense, sec, avec des stries, des séparations bien profonds, et pour paraître paradoxalement plus costaud, alors qu'il y a moins de poids sur la balance. Et donc pour ça, il faut faire tout ce qu'on a fait auparavant, mais en mieux. Alors tu fais comment pour arriver à cette sèche-là? C'est quoi le truc le plus important? Ou si tu devais mettre un ordre de priorité? Un ordre de priorité dans une sèche? C'est quoi, ça va être l'alimentation? De toutes les façons, dans mon domaine, c'est l'alimentation. C'est pas l'entraînement? C'est l'alimentation. Quel pourcentage tu mettrais l'alimentation? Oh, je dirais quelque chose comme 80, voire 90%. 80-90% l'alimentation? Si tu vois un mec à la plage, un mec ordinaire, avec un super beau physique, qui ne va pas forcément en salle de muscu, c'est parce que, d'une certaine manière, il est génétiquement doué, c'est-à-dire que son système métabolique fonctionne parfaitement, de façon accélérée, donc il élimine, il brûle des calories, soit c'est un mec qui mange correctement. C'est quoi manger correctement? C'est... ça dépend évidemment pour qui, mais d'un point de vue sportif, c'est éviter tout ce qui est nourriture transformée, éviter le gras et le sucre qui sont 2 vecteurs de goût très présents dans la nourriture aujourd'hui. Et c'est éviter ça. Et donc si tu évites le gras et le sucre, donc, qui sont 2 vecteurs de goût, par conséquent tu évites d'avoir du goût. Oui, manger des protéines, des glucides, des lipides dans une certaine quantité, sans être dans l'abus, quoi. Avoir de la discipline dans sa façon de manger, quoi. J'ai vu, comment ça s'appelle, à certaines phases, tu vois, de tes périodes de sèche, les glucides, c'est quasiment éliminé, ou très, 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 très peu. Oui. À combien de glucides tu vas descendre
Moi, je descends aux alentours de 300 grammes de glucides les dernières semaines par jour. 300 grammes. Ouais, ce qui fait, on va dire, 100 grammes avant l'entraînement. On va dire 150 grammes avant l'entraînement, 150 grammes après. Et après, c'est terminé. Et ça, tu le gardes combien de temps? Ouais, généralement, je dirais 2 à 3 semaines avant la compétition. 2 à 3 semaines. Ouais, mais tout ça dépend aussi évidemment de la planification. Si on a fait la prépa sur 12 semaines ou 16 ou 8, ça dépend de comment ça va jouer. Ça. C'est pas fixe, c'est pas figé dans le temps, mais c'est évolutif en fonction de tout le travail qui est fait en amont avant les 12 semaines ou les 10 semaines. Il y a quelque chose que je vois qu'on voit pas en fait de l'extérieur. Quand tu vois pas le process tous les jours d'un bodybuilder, c'est le mental. Oui. Il y a un mental d'acier parce que pour tous ceux qui ont essayé à un moment perdre du poids, donc d'enlever tout ce qui est glucides, les carbs, le sucre, le gras, au bout de 15 jours, 3 semaines, mais dans ta tête, c'est horrible cette sensation de faim tout le temps, cet épuisement et de continuer, tu vois, sur le dépassement de soi. Mais en même temps, lorsqu'on fait ça, c'est le processus qui mène à avoir un beau physique, donc qui nous amène vers l'objectif. Donc, lorsque l'objectif est très important pour toi, ce côté un peu difficile, le pas surpasser. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident parce que moi, je suis un lourd, super lourd, 130, 135 kilos, et je concours aux alentours de 118 kilos. Donc j'enlève une douzaine. Ça veut dire que la variation de poids là, sur les 12 semaines, oui. Tu varies de 15-20 kilos? À peu près des fois. Au début, une vingtaine, maintenant un peu moins. Mais oui, c'est ça. Oui. Et donc du coup, cette difficulté-là, même pour nous, c'est pas... Mais comme on est tellement obsédé par la destination finale, à savoir ce samedi soir qu'on va sur scène, qui fait que on arrive à la surmonter. Mais il y a quelque chose que j'aime particulièrement dans la muscu, quand tu t'entraînes, c'est que tu ne forges pas non seulement un physique, tu forges aussi un mental. Et lorsque tu forges un mental, finalement, il te sert à être plus fort dans tous les autres aspects de la vie, y compris dans la muscu. C'est-à-dire, donne-nous des exemples. C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je suis père de famille, comme tu l'as dit au début. J'ai des enfants et quand j'ai des difficultés par rapport à mes enfants, sur l'éducation, sur les mauvais comportements que peut avoir mon fils, par exemple, des fois, je suis à 2 doigts de craquer ou de mal me comporter, mais je dois faire un travail sur moi, être fort mentalement pour gérer ça en parallèle de ma vie professionnelle, de ma vie sportive. C'est pas évident. Donc, je trouve personnellement que la muscu m'a rendu beaucoup plus fort. Ça peut l'être aussi dans les aléas de la vie, comme les décès, comme quand j'ai perdu mon père. Ça m'a affecté, particulièrement affecté. Mais si je ne te l'avais pas dit, tu ne l'aurais pas su. Ouais. Parce que j'étais suffisamment assez fort pour accepter la difficulté. Accepter ces moments difficiles, me l'incorporer de façon à ce que ça n'affecte pas mes interactions avec les autres personnes. C'est grâce à la muscu, ça. Si je ne te l'avais pas dit, tu ne l'aurais jamais su. Et pourtant, j'étais au plus bas. J'ai perdu le mec qui m'a inspiré, qui m'a éduqué, qui m'a montré le chemin à suivre. Je m'étais effondré, mais tu l'aurais jamais su si je te l'avais pas dit. Parce que grâce à la muscu, quelque part, je suis à même prêt à affronter quasiment toutes les situations difficiles de la vie. Ça peut même paraître parfois arrogant. Il croit qu'il est dur. Non, c'est juste que ce sport qu'on a embrassé, et nous a rendu plus forts mentalement. Je suis d'accord avec toi, il y a un truc où j'ai vu, en te regardant travailler, en travaillant aussi avec toi, un truc qui n'existe pas dans la vraie vie, mais que j'adore. Hein. Et honnêtement, je te jure que le monde professionnel devrait s'inspirer de ça. Tu me coaches depuis un moment et je te remercie parce que grâce à toi,
On en parlera plus tard, mais je suis arrivé à certains de mes objectifs. Je suis content. Ouais, c'est sympa ça. Et il y a un truc où en fait, quand toi, ton objectif, c'est de pousser la personne. Parce qu'il faut déchirer de la fibre en soi pour fabriquer de la viande. Absolument. Et tu me pousses à l'échec. Quand j'arrive à l'échec et que j'y arrive pas, vous vous félicitez. C'est-à-dire que tu regardes ça dans la vraie vie. J'y suis pas arrivé, mais on se félicite, bien joué, parce que en fait, tu as dépassé, tu vois, les 3 reps en plus Yes. ou l'échec. Yes. Parce que tu aurais pu t'arrêter 2-3 reps plus tôt. Mais ce 1 pas, 2 pas de plus que tu fais vont permettre de s'accomplir dans la vie. Ouais, de progresser, ouais. Ouais. Et vont t'amener vers l'objectif. Et cela, tu peux le retranscrire dans tous les autres aspects de nos vies. Alors, on va le retranscrire dans le monde professionnel ou l'école. Dans le monde professionnel, si je vais à l'échec, c'est-à-dire que je vais à l'erreur, c'est-à-dire à la cassure, je n'y arrive plus, je suis viré. Si à l'école, je prends des risques, j'ai une mauvaise note. La mauvaise note n'est pas un signe comme quoi je suis en progression. Je suis un mauvais élève. Et c'est là où, dans la muscu, ça m'a étonné. Tu vois, le truc, c'est on te pousse à l'échec. Et quand tu es à l'échec, on te félicite. Si tu as fait tes 10 reps tranquille, tu es le premier. Tu te dis, tu avais encore du jus, tu aurais pu faire plus. Et tu vois, et c'est là où tu te dis, mais en fait, il y a un indicateur qui est pris dans votre sport qui est en fait, si tu n'y arrives pas, c'est très bien, ça veut dire que tu es en train de progresser. Yes. Mais dans le monde professionnel, il n'y a pas cet indicateur. Je te dis, n'importe quel salarié qui va à l'échec, je peux t'assurer qu'en fin de semaine, il sera totalement à l'échec. tu vois, et c'est là où je me dis, il y a des trucs à s'inspirer parce qu'en fait, il y a une vraie énergie à transmettre. Et en plus de ça, vous faites confiance au process. Il n'y a pas de questions. Oui, ça marche à coup sûr. Et il y a plein de trucs où en dehors du coaching, comme tu disais, le mindset, il y a plein de trucs où je suis convaincu à s'inspirer du dépassement de soi et d'accepter ok, l'erreur est un bon indicateur parce que l'échec fait partie du succès, comme tu l'as dit au départ. Ben, je pense que tu l'as dit toi-même. Lorsqu'on ne dissocie pas le mental du corps, en travaillant sur le corps, par conséquent, on travaille sur le mental. En principe, c'est comme ça. L'inverse n'est pas sûr. Lorsque tu travailles le mental, c'est pas forcément du travail de ton corps. Donc, ce qui prime, c'est travailler le corps, quelle que soit l'activité sportive ou physique. En travaillant le corps, quelque part, on travaille le mental. Et ce mental, une fois forgé, prêt, devient un plus pour... La confiance en soi, pour tout. ton comportement. Ouais, je suis entièrement d'accord. Pour tout. Et ceux qui ne vivent pas la chose de la même façon, ceux qui n'ont pas cette chance d'être aussi forts mentalement, ceux qui n'ont pas la chance d'évoluer dans un univers où ceux qui ont pas pu se forger pour être forts, ils vont interpréter notre façon de parler, de se comporter, d'agir comme de l'arrogance, mais c'est juste une confiance en soi. Oui, c'est parce que tu sais que si tu te retrouves face à une difficulté, tu vas la surmonter. Tu vas essayer, tu vas te donner les moyens de la surmonter. En fait, les échecs t'ont entraîné à accepter et à pouvoir accumuler de plus en plus de choses. Parce que c'est derrière l'échec qu'il y a le succès. Entre guillemets. Ça me permet de faire la transition, tu vois, sur... parce que t'es pas que bodybuilder pro, t'es aussi coach de tous les jours. Alors, c'est quoi les journées d'un coach? Parce que tu commences très tôt le matin. Oui, moi, Dieu merci, j'ai la chance d'avoir pas mal de clients. Ça en dit long sur moi, ça veut dire que je suis bon dans ce que je fais. Dit comme ça peut paraître aussi arrogant. Je m'excuse d'avance. Mais après, les résultats, ils parlent pour toi. Absolument. Je laisse les résultats parler. Et mes clients, je pense aussi que lorsque tu es sollicité, ça veut dire que tu es bon. Ben, enfin, la dernière fois, il y en a un, on va taire le nom, 2 mois, moins 20 kilos. 3 mois. Celui qui est... Ouais. Non, celui qui est resté à la maison. Non, alors ça, je viendrai plus tard. Mais déjà, il y a un client que tu entraînes tous les jours, mais c'est un parmi tant d'autres.
moins 20 kilos, un autre, moins 15 kilos, plus 5 kilos de muscles. Enfin, tous mes clients ont des résultats. Donc, en fait, les gens viennent parce qu'en fait, il y a un truc que j'aime. Ouais. Et tu arrives aux objectifs. Et il y a un truc que j'adore chez toi. T'es pas là pour me plaire. Tu es là pour qu'on réalise les objectifs que j'ai. Et ça, c'est très rare à trouver. C'est-à-dire que tu t'en fous que je t'aime ou que je t'aime pas. C'est pas important. Mon objectif, et on va tout faire pour y arriver. C'est pas important. C'est pas important parce qu'on n'est pas là pour se plaire. On n'est pas là. On a des personnalités différentes, des aspirations différentes. Et le contrat au départ, c'est que je te pousse à t'améliorer. Et d'un point de vue muscu, et par conséquent d'un point de vue mental aussi. Et c'est la raison pour laquelle je viens à la gym. Si on s'apprécie et qu'on devient pote, tant mieux. Si on s'apprécie pas et que le job est fait pour moi, je suis content. T'as quoi comme clientèle? C'est plutôt français? J'ai des Français, j'ai des étrangers, j'ai pas mal d'étrangers. Ouais. Ah, tu t'es vraiment mis dans le... Non, acclimaté dans le mood de Dubaï. Oui, comme je suis plus à l'aise aussi en anglais, donc c'est plus facile pour moi d'entraîner. Ouais, d'échanger avec différentes personnes. Ouais. De différents pays, différentes cultures. Alors, je sais que toi, le mindset, le bon comportement, c'est quelque chose d'important chez toi, parce que tu as une particularité, c'est que tu ne coaches pas que les gens à la salle, tu ne coaches pas que des gens à distance. Tu as aussi un concept particulier chez toi. Ah, oui. Ça, j'en fais pas spécialement à la publicité, parce que ça reste quand même d'une certaine façon, dans mon intimité, dans ma maison même. Je vis avec mon fils à Dubaï. Je reçois certains de mes clients à domicile. J'ai de la place, ils sont logés, nourris et entraînés. C'est généralement pour des gens qui ont des gros objectifs et qui ont le désir de l'atteindre en peu de temps. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai réduit le temps. On s'entraîne 2 fois par jour, on fait du cardio 2 fois par jour. Et pour ceux qui veulent perdre du poids... Ah, tu contrôles même la nourriture. Donc en fait, je contrôle tout. Ils vivent comme un pro. Ils vivent comme un pro. Je contrôle la nourriture, le sommeil, je contrôle tout. Le rythme d'entraînement, je contrôle tout. Mais c'est d'une efficacité extraordinaire. Ouais, mais je l'ai vu. Je l'ai vu. Tu restes chez moi un mois, c'est entre 8 et 15 kilos pour ceux qui veulent perdre du poids, garanti. En fonction de la volonté que tu mets, bien sûr. Mais je mets tout en œuvre pour que ça soit un succès. Et à chaque fois, c'est un succès. Ça, c'est top, ouais. Ouais. Et j'aime ça aussi parce que, pour une fois, je suis au contrôle à 100%. Donc, ça met sur moi la responsabilité de ne pas échouer. Ou si j'échoue, je vais me sentir très mal. Alors, parfois, je suis très désagréable avec mes clients et je m'excuse avant et après de ne pas m'en vouloir si je suis désagréable. Je ne suis pas désagréable parce que je les aime pas, je suis désagréable parce que je veux vraiment qu'un réussisse, parce que je porte sur moi la responsabilité. Ouais, mais c'est ça qui est agréable et terrible à la fois. C'est ça. On dira, oh, il est resté chez Danega pendant un mois, regarde le résultat. Je mets un peu en jeu toutes mes compétences, ma passion et mes connaissances pour ce sport. Donc, les gens qui viennent chez moi, c'est à chaque fois un succès. À chaque fois, comme j'aime dire, quand on se serre la main sur devant la porte ou à l'aéroport le jour de leur départ, je veux que tout le monde dise, bon, t'es peut-être pas le mec le plus cool, mais je suis content, on a fait du bon boulot. Il est content, je suis content aussi. Ça, c'est bien, ouais. Ça, c'est agréable, ouais. C'est quoi les profils de gens qui font appel à tes services? C'est des gens qui connaissent la muscu, qui connaissent pas la muscu? J'ai tout. T'as de tout, hein. J'ai tout. J'aime aussi dire que mon parcours en psy me permet je me sens à même de m'acclimater à tout profil de personnes. Vraiment tout profil. De personnes et de personnalités aussi. Je me sens à même de travailler avec tout le monde. Et j'aime aussi, quelque part, moi j'aime l'humain. Et j'aime aussi m'enrichir de ces rencontres aussi, de ces différentes personnes qui sont des profils différents, qui font des choses différentes. En termes on va dire, de catégories socio-professionnelles, t'as quoi? T'as de tout, hein? J'ai même pas de préférence. J'ai même pas de préférence. Parce que, encore une fois, je travaille sur le corps et par conséquent sur le mental. Donc, j'ai même pas de préférence de leur statut social,
Oui, de, c'est important. Dans de leur religion ou de leur conviction. J'ai pas de préférence. Tu viens me voir, tu as un objectif, on met tout en place pour que on y arrive. Et que tu sois content, que je sois content. Pour moi, c'est une gratification, c'est satisfaction de, du travail bien accompli et aussi pour justifier ma rémunération. Et pour celui qui me sollicite, il est content parce on atteint les résultats, ses objectifs.